Il n'a suffi que d'un voyant lumineux sur le tableau de bord pour désigner l'assassin. C'est une histoire brutale, de jalousie. C'est aussi l'histoire d'un homme qui se croyait malin et qui va passer 18 ans en prison centrale parce qu'il ne voulait pas que sa femme aille trouver son bonheur ailleurs, c'est-à-dire avec un autre homme. Il s'appelle Jean-Pierre Bourdon et il n'a pas bougé d'un cil lorsque les jurés de la cour d'assises de Colmar sont revenus après leur délibéré. Pensait-il les avoir trompés? C'est dans la ligne droite que les gendarmes ont commencé à avoir des soupçons. La ligne droite de la départementale entre Aubure et Sainte-Marie-aux-Mines. Ce matin du 16 août 2003, il était 5h30, et il faisait déjà beau, la route était sèche et rectiligne sur ce tronçon. Il n'y avait donc aucune raison pour que la voiture aille brusquement se fracasser contre un arbre du bord de la route, le plus gros d'ailleurs, comme si on l'avait choisi. Pas de traces de freinage, pas d'indice non plus de grande vitesse. Lorsque les gendarmes sont arrivés, l'homme, le conducteur, était indemne, mais apparaissait choqué. Son épouse, elle, était allongée à terre près de la voiture accidentée. Victime d'un arrêt respiratoire, et malgré les soins intensifs des pompiers, elle devait mourir durant son transfert à l'hôpital. Elle avait 32 ans. Première constatation des gendarmes, les pneumatiques de la voiture sont au mauvais état, surtout du côté droit. Il n'y avait aucune trace de freinage, malgré un virage à 45 degrés vers l'arbre. Quant aux airbags, si celui du conducteur a parfaitement fonctionné, celui du passager est resté inerte. Le conducteur dit qu'il ne sait pas pourquoi, c'est un chef de chantier habitant Aubure, à une trentaine de kilomètres de Colmar. Ce matin-là, il raconte, je conduisais ma femme à la maison de retraite de Sainte-Marie-aux-Mines, j'avais pris sa voiture, la Peugeot, car j'avais égaré les clés de la mienne. Déjà, c'est bizarre, sa petite fille va se rappeler qu'il a lui-même posé ses clés sur le bord du lit dans la chambre. Je voulais la déposer à l'hospice, puis aller à mon travail. L'accident, je ne sais pas, je roulais, puis brusquement, un trou noir et le choc. Il découvre son épouse inconsciente à ses côtés, puis de peur que la voiture s'enflamme, il l'enjambe, sort à droite, puis la dégage de la voiture et la lance sur le bas-côté. À noter que les prélèvements indiquent que Jean-Pierre Bourdon n'était sous l'emprise ni d'alcool, ni d'une substance quelconque. Pour l'heure, les médecins s'interrogent sur ce qu'il appelle son voile noir, ce court instant dans lequel il aurait perdu le contrôle de la voiture. À cet instant, j'imagine que Bourdon s'est peut-être convaincu d'avoir réussi le crime parfait. Il se compose le personnage du veuf éploré, prépare les obsèques de sa femme et raconte que, vous savez, c'est horrible, le cœur de Sylvie battait encore contre le mien lorsque je l'ai dégagé de la carcasse de la voiture. Tout le monde y croit, ou fait semblant d'y croire, mais certains ne sont pas trop surpris lorsque les gendarmes de Colmar interviennent au début de la cérémonie. Ils préviennent tout de suite que le corps ne sera pas transporté vers le cimetière, mais dirigé tout de suite sur l'Institut médico-légal de Colmar aux fins d'autopsie. Jean-Pierre Bourdon est stupéfait, mais tente de garder son sang-froid. Il va d'ailleurs reprendre son travail comme si de rien n'était, mais lui seul sait l'angoisse qui s'est emparée de lui à ce moment. Il croyait avoir réussi, mais l'enquête le rattrapait avec des questions à lui poser. D'abord sur l'airbag côté passager, l'appareil a été déconnecté et n'a donc pas fonctionné normalement pour protéger du choc la jeune femme assise sur le siège de la droite. Les experts déclareront plus tard qu'un airbag ne se déconnecte pas incidemment. Ils ajouteront qu'un voyant lumineux s'allume lorsqu'un airbag est déconnecté. De plus, un déroulant, également lumineux, est projeté sur le tableau de bord. Jean-Pierre Bourdon n'en débordera pas, il n'a pas vu le voyant lumineux. Pas moyen de lui démontrer le contraire. De toute façon, il y avait contre lui une charge beaucoup plus grave, une vieille dame. Elle s'appelle Betty et elle habite à proximité du lieu de l'accident. Elle a entendu le choc de la collision, puis, et c'est fondamental, plusieurs cris de femmes, une voix qui hurlait « Arrête, arrête, arrête !» Betty s'était donc approchée. Elle avait vu Bourdon penché sur le corps de sa femme. Celle-ci respirait très fort et saignait abondamment du nez et de la bouche. Betty remarque « Il ne paraissait pas choqué, il était très froid, j'ai pensé qu'il réfléchissait. » La voisine demandait alors à son conjoint, qu'il avait rejoint, d'appeler les secours. Et dans son témoignage plus tard, ce conjoint, il s'appelle Alain, a rapporté avoir entendu 3 coups sourds, comme si on tapait contre la portière. À ce moment-là, dira-t-il, les cris de la femme se sont arrêtés.
Des cris qui seront d'ailleurs entendus par un autre témoin, une autre voisine, qui va décrire, elle, un autre bruit, c'est sinistre, je vous préviens. C'était, dira-t-elle aux gendarmes, une sorte de glou-glou, comme si quelqu'un avalait de travers. Les mêmes sons émis d'une gorge qu'on étouffe. Et pour compléter ce faisceau de témoignages, celui d'un pompier qui a aperçu Bourdon, la main sur la bouche de sa femme. Je n'ai pas compris pourquoi il faisait ça, j'allais lui dire qu'il l'empêchait de respirer, mais lorsqu'il m'a vu, il a enlevé la main. Pour comprendre pourquoi Jean-Pierre Bourdon avait plaqué la main sur la bouche de sa femme, il faut donc remonter quelques années en arrière. Sylvie avait 23 ans lorsqu'elle est tombée amoureuse d'un homme marié. Lorsqu'elle s'était aperçue qu'elle était enceinte, elle avait cru qu'il allait au moins reconnaître l'enfant. En fait, Sylvie s'était retrouvée seule pour élever Justine. À l'époque, elle avait donc quitté la restauration et ses horaires décalés pour devenir aide-soignante à l'hôpital. Et c'est à cette époque qu'elle avait rencontré Jean-Pierre Bourdon, un chef de chantier des environs, divorcé, 10 ans de plus qu'elle, mais il est seul et surtout il est gentil. Quelques mois plus tard, il se marie. Sylvie voulait donner un père à sa fille, Jean-Pierre Bourdon, et tout le monde le reconnaît, séduit la petite Justine qui va peu à peu le considérer comme son vrai père. Mais Bourdon va vite se révéler impulsif et parfois violent. Sylvie ne le savait pas sans doute, mais la première épouse de Bourdon l'avait quitté à cause de ses violences. Dans la vie du quotidien, il se considère comme le meilleur et il ne se gêne pas pour le faire savoir. Déjà, Sylvie, plus concrète, plus simple, est réellement agacée par ce comportement. Lorsqu'il veut monter sa propre affaire, je vais leur montrer comment on dirige une entreprise, moi. Bourdon sera rapidement mis en faillite. Et la publicité de cet échec, s'ajoutant au mois de chômage, va encore aigrir son caractère et détériorer le climat du couple. D'autant que Sylvie a rencontré un autre homme, avec lequel elle entame une liaison sérieuse. Bourdon va s'en apercevoir rapidement, et l'enfer de Sylvie va donc commencer. L'une des amies de la jeune femme va rapporter au juré de Colmar « Bourdon, il ne voulait pas entendre parler de divorce, il disait qu'elle ne le quitterait jamais. » Ils se disputaient durant des soirées, je la voyais arriver le lendemain avec des lunettes noires. On ne disait rien pour ne pas la gêner, mais on voyait bien qu'elle avait été battue. De son côté, la mère de Sylvie raconte même qu'elle a vu Bourdon, fou de rage, empoigner la tête de sa femme et la précipiter contre la porte du garage. Et cela au moment où il avait appris qu'elle le trompait. Le couple part tout de même une quinzaine de jours en vacances avec Justine. Jean-Pierre Bourdon pense que la liaison de sa femme n'était qu'une toquade et qu'elle lui est revenue. En réalité, elle revoit son amant, elle envisage même de refaire sa vie avec lui. Après la mort de sa maîtresse, celui-ci ne croit pas un seul instant à l'accident et se présente aux gendarmes. L'amant leur raconte que Sylvie avait peur, qu'elle avait même interrompu leur liaison, puis qu'elle était revenue vers lui. Elle n'en pouvait plus, vous savez, de cette vie. Elle voulait le quitter, c'était décidé, je crois qu'elle venait de le lui dire. Et il ajoutait, ce garçon, que la jeune femme n'aurait jamais elle-même déconnecté un airbag de sa propre voiture. Donc, quelqu'un l'avait fait, quelqu'un d'autre. Les gendarmes le pensaient aussi, mais il fallait le prouver. Bon, je vous le dis tout de suite, les enquêteurs n'y sont pas parvenus, c'est sans doute pourquoi les jurés de Colmar ont écarté la préméditation qui aurait peut-être imposé la réclusion à perpétuité. Et donc lui ont accordé, avec un verdict de 18 ans de réclusion, la circonstance atténuante du geste passionnel. Sans doute aussi qu'en Alsace, on n'apprécie pas énormément l'adultère, surtout des épouses. Crime passionnel, peut-on l'admettre en écoutant le récit des aveux de Jean-Pierre Bourdon? Les experts viennent de le décrire impulsif, psychorigide. Ils ont décrit sa terreur de l'abandon après le désintérêt de la mère et la fuite de sa première femme. Au moment où il raconte ce qui s'est passé, une question se pose à laquelle il est le seul à pouvoir répondre. Quelques jours auparavant, il avait finalement accepté de divorcer. Un accord intervenu à l'issue, c'est vrai, d'une nouvelle et violente dispute que la petite fille racontera aux gendarmes. Bourdon avait surpris sa femme qui téléphonait à son amant. Était-il sincère ou avait-il déjà pris sa décision de supprimer Sylvie, elle qui l'abandonnait? Il se retrouvait donc seul, humilié, dédaigné, une nouvelle fois. Pourquoi l'accompagner à 5 heures du matin à son travail alors qu'il ne le faisait jamais?
Et pourquoi prendre la voiture de sa femme alors qu'il se servait toujours de la sienne? Il conduisait sur la départementale lorsque Sylvie lui avait reproché de vouloir, sur son lieu de travail, provoquer son rival. Furieuse, c'est toujours Bourdon qui avoue, furieuse, elle l'avait traité de pauvre con. Surpris par l'insulte, il avait, dit-il, un instant quitté la route des yeux et avait percuté l'arbre. Alors sur ce point, il est contredit par les experts qui estiment que le braquage a été volontaire. Sylvie aurait crié « Mais tu veux me tuer ?» Et là, il aurait asséné un violent coup de poing sur le visage. Sous le choc, la libération de l'airbag conducteur ayant libéré un nuage de fumée, Bourdon serait sorti du véhicule et agrippé Sylvie en lui décochant un second coup de poing sur le visage. C'est d'ailleurs ce coup qui aurait provoqué la cassure du nez et le saignement abondant. Sylvie était déjà aveuglée, à moitié assommée. Bourdon lui aurait brutalement plaqué la main sur la bouche pour l'asphyxier. Il s'était assis à califourchon sur le torse de la jeune femme qui tentait de se débattre et de retrouver son souffle. Il n'avait retiré sa main que lorsque Sylvie ne bougeait plus. À la fin de son interrogatoire, Jean-Pierre Bourdon, fatigué, défait, vaincu, avait laissé échapper devant les gendarmes. De toute façon, elle m'aurait emmerdé toute la vie alors. À présent, et pour longtemps, c'est son souvenir à elle qui l'empêche de dormir, lui. Le souvenir de la femme qu'il a tuée parce qu'elle avait refusé de vivre dans son amour-prison. Cour d'assises de Pontoise, fin d'après-midi d'un jour de mars 2008. À la barre, une adolescente se retourne vers l'homme assis dans le box des accusés. Les mains croisées sur les genoux, le buste droit, de fines lunettes sur le nez. Il observe cette fille, sa fille, d'un regard indifférent. Elle le scrute un moment, puis elle le supplie. « Allez, dis la vérité. Pense un peu à tes enfants, s'il te plaît. Ils aimeraient bien voir la tombe de leur mère. » Il n'a pas bronché, il n'a rien dit, il n'a pas répondu. Aucune émotion. Son visage s'est retourné vers les jurés comme pour leur dire « Bon, alors maintenant, voyons la suite. » Eux, les jurés, n'avaient en tête qu'une seule question. Mais où se trouve donc Nadia ? Mais Amirouche Amour ne répondra jamais, ni pendant ce procès, ni pendant celui d'appel à Versailles, à l'issue duquel il a été une nouvelle fois condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. Et pourquoi pas la perpétuité ? Parce qu'il est resté tout de même un doute dans l'esprit des jurés. Pas de corps, pas d'aveu, pas de témoins, pas de preuve formelle de l'assassinat de Nadia par son mari. L'homme n'est que désigné par une série d'indices et de traces, désigné simplement. L'histoire de Nadia est finalement d'une grande cruauté. D'abord, elle commence par une erreur. Jamais Nadia, française d'origine algérienne, jolie brune, au visage fin, aux longs cheveux noirs noués en chignon, n'aurait dû accepter ce mariage avec Amirouche Amour. Elle, en France, occupe un poste de secrétaire de direction, elle a brillamment passé le bac. Lui, en Algérie, une sorte de manutentionnaire dans l'épicerie de sa famille. Ils se sont rencontrés lors de vacances qu'elle passait là-bas. C'est un homme frustre, plus âgé qu'elle. Pour lui, elle représentait non seulement le plaisir d'épouser une jolie fille, mais peut-être surtout, Nadia étant française, la possibilité de venir s'installer en France, de quitter ce bled dans lequel il n'avait aucune chance d'avenir. L'avait-elle senti, ce double jeu ? Dans un premier temps, Nadia n'avait pas du tout été attirée par ce personnage, mais il avait été tenace et à force d'attention, de présence, elle avait finalement accepté. Pourquoi avait-elle cédé ? Elle se posera ensuite 1000 fois la question, lorsque le mari, qui va lui faire 5 enfants de suite, se révélera brutal, violent et surtout paresseux. D'ailleurs, à bien y regarder, Amirouche, qui n'a d'amour que le nom, n'aura jamais travaillé. C'est Nadia qui, à 41 ans, fait vivre la famille, d'autant difficilement que le mari va l'obliger à quitter son travail pour rester à la maison, comme les autres, les femmes, là-bas, au bled. Nadia devra se débrouiller avec les aides sociales et les allocations familiales. Amirouche n'oublie tout de même pas que son titre de séjour n'est valable que s'il reste en couple avec Nadia, la française. Mais cela ne l'empêche pas de lui taper dessus. Depuis 2 ans, Nadia répond à cette violence en se refusant à son mari
Ils font donc chambre à part, il en est ulcéré, blessé dans son orgueil de mâle auquel la femme doit se soumettre. Oh. Et il l'agresse d'autant plus. Pourquoi accepte-t-elle ces violences, ces humiliations? Réponse, comme toujours, les enfants. Ils sont encore petits. Elle y était très attachée. Et c'est pourquoi personne n'y croit quand Amirouche ne cesse de le répéter, mais ma femme est partie, je ne sais pas où elle est allée, où elle est. Tout ça se passe à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise, au quartier des Carreaux. Un quartier sensible, à forte majorité maghrébine, où les cas de brutalité conjugale ne sont pas rares. 2 femmes dans le quartier sont déjà mortes. Mais elles en parlent entre elles, sans oser dénoncer la violence dont elles sont les victimes. Nadia, elle, a osé. En 2 ans, elle va déposer 16 mains courantes au commissariat de Sarcelles, dans l'espoir que cela va calmer sa brute de mari. Mais rien n'y fait. Et elle se décide finalement à franchir le pas, à demander le divorce. Elle sait qu'elle risque gros. Amirouche explose de fureur. Si tu continues, je te dis, le sang coulera. Nadia tient bon et l'audience est fixée au 23 novembre 2004. Plus la date approche, plus Amirouche devient violent. Nadia a d'ailleurs une sorte de prémonition. Elle confie à l'une de ses voisines « Il a juré de me tuer au couteau, je le sens ». Au commissariat, les policiers l'écoutent, mais ne convoquent pas Amirouche. Alors Nadia dira à sa mère « Voilà, s'ils ne font rien, moi je suis cuite ». Elle était, en effet. Son absence à l'audience du juge de la famille, qui devait prononcer la séparation, cette absence surprend tout le monde. On la cherche partout et on appelle la police avant de monter à l'appartement. En fait, tout le monde a peur d'Amirouche. C'est l'un des enfants qui ouvre la porte. L'un des policiers se souvient « Oh, j'ai tout de suite senti une forte odeur d'eau de Javel ». Première inspection, rien d'anormal. L'un des enfants raconte, comme s'il récitait une leçon, que sa mère est partie faire des courses le matin, mais qu'elle n'est pas revenue. Et l'enfant avouera plus tard que c'est son père qui lui avait ordonné de dire cela. En milieu de journée, les enfants n'étaient pas là. Pourquoi? Or, l'un des garçons va raconter à sa grand-mère que c'est leur père qui les a inscrits 2 jours plus tôt à la cantine pour le lundi 22 et le mardi 23 novembre. Eux, qui n'y vont jamais. Le juge d'instruction y verra, les jurés également, une preuve de la préméditation du meurtre. Et le garçon ajoutera, devant les jurés, « C'est lui qui l'a tué, vous savez, tout ce qu'il raconte, c'est du mytho. Ma mère, elle était gentille, elle était belle, elle connaissait tout le monde dans le quartier, on l'aimait bien. Mais lui, l'autre, là, et le garçon désigne son père d'un coup de menton, mais l'autre, là, il voulait la faire passer pour folle. » Le 23 novembre 2004, les frères et la mère de Nadia sont encore dans l'appartement lorsque Amirouche survient. Il dit s'être rendu au commissariat pour signaler la disparition de sa femme. Et dans les jours qui suivent, étrange, 2 lettres parviendront aux frères de Nadia. Leur sœur les rassurant de son absence, elle rentrerait dans 1 semaine ou 2. Aucun des frères n'y a cru. Nadia, d'abord, ne serait jamais partie en abandonnant ainsi ses enfants à son mari. Et puis, en fait, c'est Amirouche qui avait écrit ces lettres avec une écriture malhabile et des fautes grossières d'orthographe. Du coup, la brigade criminelle va inspecter l'appartement. 2 surprises. D'abord, la découverte du passeport, de la carte vitale, du portable et du chéquier de Nadia. Comment pouvait-elle s'être absentée ainsi, surtout sans son téléphone avec lequel elle téléphonait continuellement à ses enfants? Seconde surprise, les traces de sang révélées par l'identité judiciaire. Traces dans la chambre des garçons et sur un blouson bleu. À côté des vêtements, un paquet de sacs poubelles, lui aussi taché de pellicules de sang. Et puis du sang, on va également en trouver dans la salle de bain, dans le salon et dans la chambre d'Amirouche. À l'évidence, celui-ci avait voulu faire le ménage car il avait également lavé un certain nombre de vêtements personnels, ce que, évidemment, il ne faisait jamais. Que s'était-il passé? Rien, affirme Amirouche. Il n'est l'évidence. Il regarde un mur noir, mais il est capable de jurer qu'il est blanc. C'est ce qu'expliquera au procès maître Guillaume Trainard, l'avocat de la famille de Nadia. En fait, personne, n'avait revu la jeune femme depuis le matin du lundi 22 novembre, depuis le départ des enfants à l'école. C'est à ce moment de l'enquête qu'une voisine, amie de Nadia, qui habitait l'appartement juste au-dessus,
de celui d'Amour, se décida enfin à révéler ce qu'elle savait, ce qu'elle avait entendu. Elle dit « C'était lundi, il est environ 10h30, j'ai entendu des bruits de dispute. C'est vrai, j'ai entendu Nadia crier au secours, mais aussitôt il y a eu un bruit sourd et j'ai cru que c'était une dispute comme d'habitude, alors j'ai mis le poste plus fort. Après, j'ai plus rien entendu. » La voisine n'en finissait pas de se le reprocher, ce silence. Elle savait qu'elle aurait peut-être pu, ce jour-là, sauver la vie de Nadia. En fait, elle avait honte. C'est la raison pour laquelle elle avait caché ce qu'elle savait. Amirouche, lui, continuait d'affirmer « Moi, je suis au courant de rien, je ne sais pas où elle est. D'ailleurs, elle ne voulait plus divorcer. » Mais si, elle voulait. Une éducatrice du quartier confie au policier qu'elle avait parlé avec Nadia quelques jours auparavant, et Nadia persistait à vouloir divorcer et s'apprêtait même à se rendre chez le juge de la famille, comme prévu, le 23 novembre. Mais elle se méfiait, et elle avait confié au médecin de la famille « Je sais qu'il va me tuer, mais je ne peux rien faire. » Toutes ces traces de sang dans l'appartement et à la cave appartenaient à Nadia. L'évidence, c'était qu'Amrouche avait tué sa femme, sans doute dans la chambre des garçons, où elle avait l'habitude de terminer la nuit. Ensuite, il avait fait disparaître le corps. Où, quand, comment? La vérité force à dire qu'on n'en sait trop rien. La mort de la jeune femme ne fait évidemment aucun doute. Depuis tout ce temps, si elle était vivante, Nadia aurait repris contact, vous pensez, avec ses enfants. Puis l'ensemble des traces de sang dans tout l'appartement, le marquage, comme on dit, du chien de recherche devant la baignoire dans la salle de bain, semble indiquer qu'à l'issue d'une violente bagarre, Amirouche a neutralisé sa femme, neutralisé définitivement. Comment? Étranglé, assommé, égorgé? On ne le sait pas. Et ensuite, qu'a-t-il fait du corps? Comment a-t-il pu évacuer le cadavre? Comment s'y est-il pris pour effectuer tout cela dans une seule après-midi? Hypothèse de certains enquêteurs, il a tué sa femme, puis a découpé le corps et il l'a placé dans des sacs poubelles, des sacs qu'il a ensuite descendus dans la cave où il était le seul à pénétrer. C'est l'hypothèse que semble indiquer le cheminement des traces de sang. Mais ensuite, qu'a-t-il fait pour se débarrasser des restes de Nadia? Il n'y a qu'une seule hypothèse. Elle tient dans les souvenirs d'une des filles de Nadia. Elle racontera, la jeune fille, au juré, et cela emportera le doute de beaucoup. Elle racontera qu'elle avait vu par la fenêtre, le lundi, son père, au bas de l'immeuble, avec 4 grands sacs noirs. Il était en train de causer avec un voisin. L'ayant aperçu, Amirouche lui avait intimé l'ordre par interphone de s'écarter et de ne plus regarder. Pourquoi ces sacs noirs? Que contenaient-ils? Réponse d'Amirouche: « Oh, mais rien, des vieux vêtements que j'envoyais en Algérie, je les avais mis à la cave, et je suis allé les chercher pour les mettre dans la voiture du voisin. » Parenthèse, personne n'a jamais rien reçu là-bas. Le voisin en question, pas trop malin, ni surtout pas trop curieux, va confirmer qu'il était avec Amirouche. Il va le raconter, tranquille. « Oh, Amirouche m'avait demandé un service, l'aider à transporter des sacs avec ma voiture. Donc j'avais accepté, mais pas avant le retour de mes enfants de l'école. » Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces sacs? Demande le président. « Ah bon, j'en sais rien. Quand je suis descendu de chez moi, j'ai vu Amirouche qu'il avait déjà empilé dans la voiture. On devait aller près de la station d'essence, puis il les déposait là. Alors il m'a dit qu'un bus allait passer pour les ramasser. Donc on y est allé, il a repris ses sacs, il m'a payé 9 € pour l'essence, et puis la suite, moi je suis parti. Quelle date? Je me souviens pas trop. Mi-novembre, je crois. Ah si, je me souviens. J'ai vu la petite fille à la fenêtre. Poursuite de l'enquête, on s'est alors aperçu que si les bennes à ordures passaient le lundi très tôt dans le quartier des Carreaux, là où habitaient Nadia et sa famille, ces mêmes bennes passaient dans la soirée dans le quartier où Amirouche s'était rendu avec son voisin, le conducteur. Avait-il remarqué cela? Une nouvelle preuve de la préméditation, d'autant qu'à l'époque, les bennes se rendaient directement à l'usine d'incinération. C'est vrai qu'on n'a trouvé aucune trace organique dans les fours de l'usine, mais que peut-il rester d'un corps après un tel traitement? Amirouche n'a jamais rien répondu aux suppliques de ses enfants. « Dis-nous, où est son corps?
qu'on puisse faire le deuil. Après l'énoncé du verdict, il les a regardés. Il savait qu'il ne les verrait plus jamais car ils l'ont maudit. Il les a regardés et ses yeux leur disaient « Je ne le vous dirai jamais ». Ainsi, Amirouche garde le secret comme s'il possédait encore sa femme, même morte. Cour d'assises de Bobigny, Seine-Saint-Denis, devant les jurés, à la barre, une jeune femme mince, visage aux yeux bleus et cheveux blonds noués en queue de cheval. Vous savez, je ne devrais plus être là aujourd'hui. Elle tourne la tête vers le box, puis reprend. Il m'a regardé mourir, il m'a frappé, puis j'ai senti le couteau s'enfoncer dans mon corps. Après, il a voulu m'étouffer avec un oreiller avant d'essayer de m'étrangler. La voix est douce, comme si cette femme avait encore du mal à respirer. Elle revient de loin, Evelyne, car, pour son malheur, son chemin a croisé celui de Claude Florentin Faure. C'est un homme de haute taille, lunettes en métal, cheveux grisonnants, il porte bien, comme on dit, mais c'est un cas que le verdict, en fait, n'a pas résolu. L'homme a-t-il tué par passion ou par simple calcul? Était-il réellement jaloux ou voulait-il simplement se débarrasser d'Evelyne, de cette femme? Pour s'en convaincre, on peut ouvrir le dossier à la page du 14 septembre 2001. À Montreuil, dans l'appartement d'Evelyne, vous verrez, Evelyne a un secret que Claude a découvert et dont il a clamé que c'était la cause du crime. Pas sûr. Donc Evelyne se réveille, une onde de douleur dans la tête, elle est déjà groggy, elle aperçoit au-dessus d'elle la silhouette massive de Claude qui continue de la frapper. Puis, elle l'a dit à la cour d'assises, une douleur aiguë à la poitrine, elle comprend qu'il la poignarde. 57 fois, il va planter sa lame. Elle tente de crier, l'homme pèse de tout son poids sur l'oreiller qui lui plaque sur la tête. Elle sent d'ailleurs une main qui cherche sa gorge pour l'étrangler. L'étau se resserre un peu. Elle ne sait pas qu'il la regarde se débattre faiblement. Elle tente de le supplier, elle lui dit « Appelle les pompiers !» Il se lève, fait quelques pas, puis revient. « Tu les as pas prévenus ?» ?»« Non, répond la voix qu'elle ne distingue déjà plus beaucoup. Elle s'évanouit et sauve ainsi sa vie. Il la croit morte, Claude Florentin Faure, il se relève, et puis il s'en va. Il a laissé la porte ouverte, une erreur qui lui sera fatale. Il ne pourra ainsi pas voir Evelyne sortir de son coma, se traîner jusqu'au téléphone. Lorsque les pompiers arrivent, ils pensent qu'il est déjà trop tard, mais il y a une vie terrible dans ce petit corps. Les poumons, le foie, la rate sont touchés. À l'analyse du sang, les médecins vont découvrir une quantité énorme d'anxiolytiques pour comprendre ce qui est arrivé. Les policiers cherchent et trouvent l'agenda d'Evelyne. Pour rester discret, disons que par le net, la jeune femme rencontre beaucoup de messieurs d'horizons divers, mais réunis, disons, par la même demande. C'est sa vie, c'est son droit. Mais ce sont autant de pistes exploitées une par les enquêteurs qui finissent par découvrir Claude Florentin Faure. Ah oui, je suis en voyage d'affaires à Luxembourg, oui, je suis son amant, écoutez, je rentre tout de suite. C'est un malin, raconte ensuite un des enquêteurs. Il s'est précipité à l'hôpital, il y restait des heures au chevet de la petite. On avait l'impression au départ qu'il guettait le moindre de ses mouvements, il jouait les douloureux. En fait, il avait peur. C'est en effet ce que faisait Claude, furieux de constater son erreur de ne pas avoir achevé Evelyne. Une chance pour lui, lorsqu'elle sort du coma, la jeune femme ne se souvient de rien. Il est soulagé, mais il reste tout de même un peu inquiet. Il a raison de l'être, car les policiers continuent de pister. Et bien qu'il ait l'air tout comme il faut, Claude est passé au scanner, comme ils disent. Et on découvre 3 éléments qui vont faire du mal. D'abord, Claude a menti, il n'était pas à Luxembourg, mais tout simplement à Montreuil le soir du 14 septembre. Ensuite, il a vidé le compte d'Evelyne le jour même. Enfin, surtout, on découvre une empreinte ADN toute fraîche de Claude sur la montre ensanglantée d'Evelyne. Bien sûr, Claude va tout nier jusqu'au moment où Evelyne retrouve tout doucement sa mémoire. Peu à peu, lentement, elle revoit tout, surtout les coups de poing, le couteau,
la main qui étrangle, l'oreiller qui étouffe, et elle raconte. Florentin Faure est piégé, il va l'être sur les 15 ans de réclusion criminelle auxquels le condamnent les jurés de Bobigny le 22 février 2010. Mais c'est étrange, Claude Florentin Faure ne fait pas appel. Disons qu'il préfère faire le dos rond, car il sait que tous ces tiroirs risquent d'être ouverts en cas d'appel. Ils vont l'être, car la mémoire d'Evelyne va faire revivre une femme oubliée depuis décembre 1998. Elle, cette femme, s'appelait Françoise, et Claude Florentin Faure l'avait tuée dans la nuit du 14. Mais personne n'en savait rien. Françoise était une femme très fragilisée. À 50 ans, elle venait de divorcer dans des conditions difficiles pour la seconde fois. Lorsqu'elle rencontre Claude Florentin Faure, elle apprend vite qu'il vient de divorcer lui aussi. Elle ne sait pas pourquoi. En fait, il s'est enfui avec sa secrétaire après avoir vidé la caisse de la société. Claude est à l'époque un grand garçon de belle allure, beau parleur, séducteur, prévenant et gentil d'apparence. Françoise va vite tomber sous sa coupe, sans se rendre compte, tout de suite, de la réelle personnalité de son amant. C'est ce que rappelle son avocate, Cathy Richard. Ses maîtresses, elles, vont le révéler. Claude n'est pas doté par la nature d'avantages aussi conséquents qui le laissent entendre. L'une d'elles va le laisser tomber après quelques nuits passées ensemble. Claude, mais au lit, vraiment, c'est pas une affaire, dira-t-elle à une amie. Alors Claude compense en s'inventant une vie d'homme d'affaires international ou d'agent secret. C'est d'ailleurs de cette façon qu'il va justifier ses absences auprès de Françoise. Car il s'est vite installé chez elle, il est au chômage, mais elle a une bonne situation, et elle lui prête tout ce qu'il veut, au début du mois. Françoise lui verse même une sorte de pension de 1000 francs de l'époque, par mois, avec laquelle, contrairement à ce qu'il dit, il fait la fête. Mythomane, cavaleur, Florentin Faure circule de Minitel en Internet pour rencontrer des dames auxquelles il est condamné à ne rendre que des hommages, disons, limités. Et c'est ainsi sur Minitel qu'il va rencontrer Evelyne. Plus tard, pour justifier une jalousie excuse du crime, il jurera qu'il était au courant de rien, mais personne ne le croira. Evelyne, qui, à cette époque, fait, disons, échange de bonnes manières contre rétribution, quoi. Bon. Florentin Faure semble fasciné par cette jeune femme qui ne lui cède que contre-espèces trébuchantes et même sonnantes. Il la sort dans de grands restaurants, lui offre des bijoux. Evelyne accepte tout, mais reste distante, les capacités de Claude au lit ne l'incitant peut-être pas à modifier sa position, d'autant qu'elle a peut-être discerné déjà la véritable personnalité de son amant. Mais pas Françoise, qui commence tout de même à trouver que son ami dépense beaucoup pour donner peu. Elle va d'ailleurs lui signifier de modérer ses dépenses et peut-être le menacer de supprimer la pension. On est alors fin novembre 98 et soudain François se sent mal. Et de plus en plus mal. Vertige, malaise, somnolence. La femme, cadre active, ne bouge presque plus ou avec difficulté. Ses enfants, ses amis ne la reconnaissent plus. En fait, Françoise s'est aperçue de la présence d'Evelyne. Elle a découvert une facture de lingerie fine. Pourquoi alors n'a-t-elle pas renvoyé Claude? Parce qu'elle ne voulait pas avouer à ses enfants qu'elle s'était une troisième fois, une nouvelle fois, trompée sur les hommes? Peut-être aussi, tout simplement, parce qu'elle avait peur de son amant. En tout cas, elle n'aura pas à s'interroger longtemps. Le 12 décembre 1998, Florentin Faure appelle un médecin. « Venez vite, Françoise est morte, elle a fait un malaise dans les toilettes. » Lorsque le médecin arrive, il découvre Françoise allongée, immobile, entre les toilettes et le couloir. Le médecin remarque bien des traces de sang sur le carrelage. « Ah oui, elle est tombée et sa tête a heurté le rebord des WC. » Et Florentin Faure ajoute d'un ton désolé, « J'ai fait du bouche à bouche, mais j'ai vraiment pas réussi à la ranimer. » Le généraliste a sans lieu de se douter du piège dans lequel il tombe, examine le corps et ne trouve aucune trace suspecte. Il signe donc le permis d'inhumer, ce que Florentin Faure attendait avec impatience. À ce moment seulement, il appelle les enfants de Françoise pour leur annoncer que leur mère vient de mourir. Les trois enfants, tout de même, tombent des nues. Françoise leur apparaissait bien un peu fatiguée ces derniers temps, mais un malaise subit, ainsi, c'est bizarre,
C'est louche, mais le certificat du médecin est là qui définit le décès naturel. Reste tout de même que la fille de Françoise a remarqué deux choses. D'abord, un tube de puissant somnifère vide près du lit de sa mère, ainsi que dans les toilettes des miettes de morceaux de verre. Ce qui accentue le trouble des enfants de Françoise, c'est tout de même le comportement de Claude. Avant même l'inhumation, il continue d'utiliser la carte bleue de Françoise et même de réclamer l'assurance vie qu'elle avait souscrite à son nom. Oh là là! Il a mené la belle vie, dira l'un des enquêteurs. Il a encaissé quelques 100 000 euros. Du coup, Evelyne a accepté de le recevoir, y compris dans son lit, malgré la petite dimension dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, aussi voyage aux États-Unis, croisière dans les Caraïbes, etc. Pendant ce temps, ravivé tout de même par les doutes grandissants des enfants de Françoise, la PJ de Versailles poursuit son enquête et découvre un permis d'inhumer signé tout de même à la hâte, et dans le corps exhumé de Françoise, des quantités énormes de somnifères qui expliquent la somnolence dont elle souffrait dans les derniers jours de sa vie. À partir de ce moment, les policiers sont persuadés que Françoise a été assommée d'un coup de bouteille, bousculée dans les toilettes, sa tête allant violemment cogner contre la porcelaine du siège. Il ne restait qu'à attendre Claude Faure. Et pour lui, le retour n'est pas aussi enchanteur, même s'il loge toujours chez Evelyne. Il dort sur le canapé. La jeune femme lui a signifié une bonne fois pour toutes qu'elle ne l'aime pas et qu'il serait même temps qu'il cherche un appartement. En réalité, constate un enquêteur, à cette époque, il n'avait plus d'argent. Donc il va tenter de trouver une autre proie, une nouvelle proie sur le net. Il va rencontrer une jeune femme, celle qui confiera plus tard qu'il n'est pas une affaire au lit, et continue le policier enquêteur. Nous sommes persuadés que c'est à ce moment-là qu'il a décidé de tuer Evelyne. À cette page du dossier, un élément dont on n'est pas convaincu qu'il soit réel, c'est Claude Florentin Faure qui raconte au juge « Ah, mais je croyais qu'elle était toujours esthéticienne, et puis un jour j'ai vu sa pub dans une revue porno, j'ai vu qu'elle se faisait appeler Christy et qu'elle proposait des massages. Alors j'ai pris un coup de colère, elle faisait la fine bouche avec moi, alors que les autres pouvaient lui faire tout ce qu'ils voulaient. » Vrai? Faux? Florentin Faure tente ainsi d'accréditer la thèse de la jalousie pour justifier ce massacre au poignard dans la nuit. Au fait, question, qu'avait-il l'intention de faire du corps d'Evelyne? Cela, il l'a jamais révélé. Il se pensait sans doute tranquille après l'avoir poignardée, étouffée, étranglée. Mais pourquoi finalement, pourquoi cette haine soudain? L'avait-elle une nouvelle fois humiliée? L'homme boudiné, bouffi dans le box n'a rien dit. 18 ans de réclusion criminelle. Déjà, il savait que les jours et les nuits allaient être longs dans les cellules des centrales. Des secondes, et puis des secondes, et encore des secondes, à revoir le visage ensanglanté de Françoise, celle qu'il a tuée à coups de bouteille, et qui était peut-être la seule qui l'ait vraiment aimée. Soudain, la voix de l'avocat général a rempli la cour d'assises de Saintes, une voix de femme qui s'élevait pour rappeler le martyre d'une autre femme. Robert Giraudot a poussé sa femme à bout, elle venait de commencer enfin à vivre en décidant de le quitter, mais elle a été endormie plutôt, anesthésiée à l'éther, comme on fait pour tuer des chiots ou des chatons. C'est vrai, c'est ainsi que ça s'est passé. Mais ce qu'on n'a jamais pu savoir précisément, c'est pourquoi Giraudot a tué sa femme. Parce qu'il ne voulait pas qu'elle le quitte ou parce qu'il n'admettait pas qu'elle puisse vivre sans lui. C'est tout le mystère de l'affaire Giraudot, et c'est pour cette raison que j'ai choisi de vous la raconter. C'est donc devant la cour d'assises de Charente-Maritime que l'avocat général a ainsi requis les 15 ans de réclusion criminelle que les jurés vont d'ailleurs lui accorder en seulement 1h30 délibérée. Dans le box des accusés, un homme assez grand, le visage barré d'une moustache large, grisonnante, le crâne très dégagé et les sourcils épais. Robert Giraudot
ne dira pas grand-chose. Il va d'ailleurs laisser passer le procès sans rien dire, ou presque. Sans doute n'est-il pas homme à s'exprimer facilement. Il avait 57 ans, il en avait 22, lorsqu'il avait rencontré André. Elle avait 17 ans et un petit copain qui a disparu brutalement. La vérité est que Robert Giraudeau a toujours soupçonné que leur premier garçon, Jérémy, n'était pas de lui. De là à penser qu'André ne l'avait accepté que pour donner un père à son enfant, ce soupçon a probablement empoisonné la vie du père comme celle du fils. D'ailleurs, au juré de Sainte, Jérémy a jeté « J'ai rien à lui dire, qu'il paye pour ce qu'il a fait. J'ai été élevé par mes tantes jusqu'à l'âge de 12 ans, puis je me suis revenu à la ferme de mes parents. Giraudeau, on le sent, n'aime pas se raconter. Comme je n'avais pas ce travail, je me suis fait maçon. Avec un certain succès d'ailleurs, puisqu'il monte une petite entreprise. Par contre, la vie du couple n'en finit pas de déraper. À la maison, André gardait les gosses, c'était tranquille. Mais quand ils sont devenus grands, elle a voulu travailler, ça ne me plaisait pas du tout. J'avais peur qu'elle me fasse des rencontres. Au détour de la phrase, Robert Giraudeau révèle le profond de son malaise. Venu sans doute d'une enfance dénuée de tendresse et d'attention, une sorte de jalousie maladive. Il va l'avouer d'un ton bourru. Ouais, c'est vrai, j'ai relevé le kilométrage de la voiture. Parce que elle me mentait. Il élève la voix comme pour prendre les jurés à témoin. Certains jours, elle me disait qu'elle n'avait pas quitté la maison. Oh, je voyais bien que la voiture avait bougé. Enfin, rétorque la présidente. Vous n'avez jamais rien trouvé ces jours-là. Elle pouvait très bien être allée voir une copine. Ouais, mais j'avais peur qu'elle me trompe. Dans le dossier, une notation qui va peut-être faire sourire, mais qui révèle bien la nature, le degré de la jalousie de Giraudeau. L'homme comptait les culottes de sa femme pour savoir si elle en changeait seulement une fois par jour. Il exigeait que le gynécologue de sa femme soit une femme. Et il allait inspecter les draps de la chambre d'amis pour découvrir s'ils avaient servi. À ce rythme, la vie d'André va vite devenir un enfer, d'autant que son mari se révèle non seulement buveur, mais surtout violent. Quand mon père était sourd, raconte le fils aîné, il cassait tout. Maman faisait beaucoup pour lui, mais c'était jamais assez. Tout était motif pour gueuler dans cette maison. Le garçon va jeter un coup d'œil vers le box. Je sais seulement qu'un jour, elle a fait une tentative de suicide pour échapper à son mari. Pour lui, c'était comme une esclave. Giraudeau jette à ce moment sur celui qui le dénonce une sorte de regard sombre qui exprime finalement toute la haine non dite qui sépare les deux hommes et depuis longtemps. Et cela pour un soupçon. Et si Jérémy était vraiment son fils? André était malheureuse. Il ne parlait que de sexe, elle n'en pouvait plus. C'est une petite bonne femme brune qui s'adresse au juré. Elle s'appelle Annie. On sent qu'elle a le trac, mais elle veut défendre l'image de son amie. Et il est vrai que Giraudeau ne voulait que ça. Est-il vrai, la présidente? Est-il vrai qu'on vous a surpris en train de coucher avec votre belle-mère? Oh, elle me courait après, se rengorge un peu, Giraudeau, elle me courait après. Alors, ça a commencé une fois, puis ça a continué. Alors, un jour, ma femme nous a surpris, elle a beaucoup pleuré, puis bon, elle est revenue, elle m'a pardonné. Pas du tout, mais pas du tout, va dire Annie. Un peu plus tard, elle ne voulait pas abandonner ses enfants, mais c'est pour ça qu'elle est restée. Ainsi, le calvaire d'André va durer encore plusieurs années, à subir la violence, les humiliations, le devoir conjugal, c'est vraiment là le mot. Lorsque ses fils grandissent, quittent enfin la maison, André se sent comme libéré. Alors, la première chose qu'elle fait, c'est de chercher un travail qu'elle va d'ailleurs trouver. Giraudeau a beau hurler, lui mettre des calottes, comme il dit, André n'en démord pas. Plus, André voulait vivre, dira sa meilleure amie, celle à laquelle Giraudeau reprochait de donner des idées de liberté à sa femme. Lorsqu'elle s'est refusée à vous, vous avez raconté à tout le monde qu'elle ne voulait plus baiser, c'est vraiment délicat. Il hausse ses épaules. À ce moment, il ne reste plus que 8 mois de vie à André, elle ne le sait pas. Lorsqu'elle accepte avec Robert de vendre leur maison de Périgny. C'est une belle demeure, mais qui est devenue trop grande depuis le départ des enfants. Dans son esprit, à lui, il ne s'agissait que de faire une bonne opération avec la vente, acquérir 2 petites maisons, une pour le couple, l'autre pour louer. Mais André avait une autre idée. Elle voulait s'acheter un studio
pour y vivre seul. André va d'abord tenter d'avoir le courage de dire à Robert qu'elle n'en peut plus et qu'elle veut divorcer. Mais pour lui, il n'en est pas question. Un point, c'est tout. Elle va donc prendre rendez-vous 3 fois de suite avec un avocat, mais n'ose pas y aller à la dernière minute. Sauf la dernière fois, dit Annie, elle était décidée. Elle a vraiment commencé à vivre, Monsieur le Président, 4 jours seulement avant sa mort. 4 petites journées. Et elle ajoute quelque chose, mais on ne l'entend pas parce qu'elle pleure, Annie. Le détail qui tue, le jour où André prend rendez-vous chez un avocat, Robert apprend par hasard que sa femme cherche un studio. Il découvre ainsi qu'elle veut vraiment le quitter. Elle ne sera plus jamais comme avant. Il l'a perdue. Et c'est ce sentiment qui lui taraude la tête lorsqu'il rentre chez lui le 1er mai. J'avais travaillé toute la journée, j'ai vu plein de verres sales dans l'évier, j'ai senti dans l'un, il y avait du coca, dans l'autre du café. Je voulais savoir qui était venu en mon absence. André ne lui répond pas. Un silence lourd s'instaure entre les deux, chacun d'un côté de la table. Tout à coup, Robert voit André prendre des ciseaux et découper des photos. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, tu vois, je coupe en 2 les photos où nous sommes ensemble. Provocation ou désir d'en finir une bonne fois pour toutes, l'exprimer ainsi? Est-ce ce geste de vengeance symbolique qui a tout déclenché dans l'esprit de Robert? 1 heure plus tard, il va monter se coucher, suivi quelques minutes plus tard d'André, mais il l'entend s'installer une fois de plus dans la chambre d'Annie. Elle disait à Annie qu'elle ne supportait même plus son odeur. Robert lui demande, lui impose, exige de venir le rejoindre, c'est non. Encore une fois, c'est non. Désir refoulé, humiliation, colère, tout ça, ça s'enchaîne dans l'esprit de Robert qui semble enfin comprendre qu'André veut lui échapper et qu'il n'a plus grand moyen de s'y opposer. À ce moment du procès, on peut s'interroger. Robert a-t-il agi par colère, par dépit de voir lui échapper un être qui lui appartient, ou, plus profondément, malgré sa violence et sa jalousie, Robert ressent-il enfin l'amour, tout au moins les sentiments qui l'attachent à André? Ce qui va suivre ne permet pas vraiment de le savoir. C'est son récit, celui qu'il a avoué devant le juge, celui qu'il a dévidé lentement devant les jurés. Vers 4 heures du matin, la même nuit, il ne dort pas. Il va dans la salle de bain chercher un somnifère, mais dans l'armoire à pharmacie se trouve tout de suite là devant lui un flacon d'éther puis un paquet de coton. Est-ce en voyant ces 2 objets que l'idée lui est venue, ou y a-t-il pensé avant? On ne saura jamais. Robert va imbiber un morceau de coton et se diriger vers la chambre d'André. Elle non plus ne dort pas. Qu'est-ce que tu veux? Allez, je veux qu'on en finisse tous les 2. Il dit qu'il a répondu cela. Était-il déjà si désespéré, si convaincu qu'elle partirait, si abasourdi de se retrouver seul? Voulait-il réellement se suicider avec elle? Possible aussi qu'il ait voulu à cet instant la neutraliser en l'endormant pour agir à sa guise, la reprendre comme avant, qui sait. J'ai plaqué le coton sur son visage, elle m'a griffé à la joue, ça a saigné, puis elle a pu bouger. Alors, je l'ai portée dans notre chambre, j'ai refait le lit dans lequel elle dormait pour qu'on ne sache pas qu'on faisait chambre à part. Puis j'ai pris une photo de notre mariage et j'ai écrit dessus « à mon dernier amour, à mon mariage loupé ». Ensuite, Robert Giraudot va écrire un mot à ses enfants. Il leur demande d'ailleurs d'être incinérés avec André, que leurs cendres soient dispersées dans la mer. Et le pire est ensuite. André, elle n'était pas morte. Lourdement endormie, certes, mais pas morte. Alors, il l'a tuée. J'ai avalé une boîte de somnifères, je me suis couché près d'elle et je lui ai mis un oreiller sur la tête. Inconsciente, André n'avait aucune chance d'en échapper. Au matin, l'un des fils, inquiet de l'absence de son père à l'atelier de maçonnerie, il vient aux nouvelles, il trouve sa mère allongée, le visage un peu crispé mais morte. À côté d'elle, son père, mais lui, son corps est encore tiède. Les somnifères l'ont abattu, certes, mais pas tué. Robert Giraudot sera sauvé par les pompiers. Mais avait-il compté sur la venue de son fils pour en échapper? C'est possible.
Robert a-t-il réellement aimé André, au point de ne pas pouvoir vivre sans elle? Certains jurés l'ont sans doute pensé, qu'ils l'ont condamné à 15 ans de réclusion criminelle, alors que son crime pouvait être sanctionné beaucoup plus lourdement. Robert n'a d'ailleurs pas fait appel. À ses 3 fils, il n'a rien dit d'autre. Eux se consolent en pensant que sans doute leur mère ne s'est pas rendu compte que c'était son propre mari qui l'a tué. Antoine était prématuré. Il pesait 1,960 kg à sa naissance, le 22 août 2003, 2,5 kg le 25 septembre, 2,940 kg le 6 octobre. Il s'accrochait à la vie, l'enfant. Là, il ne pouvait pas lutter contre l'alcool et la violence. Dernier biberon, le 11 octobre à 23 h. Sa mère est encore vivante. Le 12 octobre, son grand-père au téléphone l'entend pleurer. Et ça, c'est le dernier signe de vie d'Antoine. Qu'est-il advenu d'Antoine? Est-il mort de faim ou de soif? Si oui, où le petit corps a-t-il été enterré? Ou plutôt, a-t-il été volé, échangé? Et contre quoi? En fait, on n'en sait rien. La justice a fait un choix, je vais vous le raconter, mais il y a des zones d'ombre. Au départ, Antoine avait eu la malchance de naître entre Frédéric et Sandrine, deux paumés, que la naissance d'Antoine aurait pu sauver de leur dérive, mais c'est le bébé qui a été emporté ou qui a disparu. Sandrine, elle a un peu plus de 30 ans lorsqu'elle rencontre Frédéric. Je ne cite pas les noms des familles qui ont déjà beaucoup donné dans le chagrin et la honte. Donc Sandrine, petite femme brune au regard vif, on la disait enjouée, paisible. Frédéric, lui, est un garçon plus taillé, crâne rasé, bagout d'aventurier qu'il prétendait être. Elle ne le sait pas trop, Sandrine, mais elle n'est pas la première dans la vie de Frédéric. Les autres, meurtries, traumatisées, honteuses, on les verra se succéder à la cour d'assises. Elles raconteront leur martyre, mais Frédéric les traitera de salopes. Elles mentent toutes, c'est toutes des salopes. Alors, Sandrine s'en rend compte tout de suite, elle sera battue, insultée, violée comme les autres. Elle confierait d'ailleurs à l'une de ses amies, mais j'ose pas partir, s'il me retrouve, il me tue. D'ailleurs, Frédéric les menacera ainsi toutes. Frédéric a créé un élevage de chiens beaucerons. Le couple s'est réfugié dans un petit mât au lieu dit les Besses, près du hameau des Sausses. Planté dans un coude du torrent de la Gironde, ce mât est très humide, pas d'eau courante, pas de chauffage, une sorte de chaumière dans laquelle Sandrine est tout de même revenue avec son bébé. Les témoins sont formels, Sandrine s'est très bien occupée de son fils. Les mêmes témoins racontent aussi ce que, même durant sa grossesse, Sandrine continuait d'être durement battue par son compagnon. Pourquoi n'est-elle pas partie? L'homme devait lui procurer sa drogue journalière et la tenir ainsi. Frédéric était issu d'une famille aisée, honorablement connue dans la région. Il était devenu addict, lui aussi, aux drogues dures dès l'âge de 13 ans. Refusé par les parachutistes, il parcourt le monde, ensuite aux frais de ses parents d'ailleurs, qui espéraient qu'il se calmerait ainsi. C'est l'inverse. Il est poursuivi et incarcéré en Colombie, en Espagne, pour vol et surtout violence commise sur des jeunes filles. Il rentre en France et continue cette vie de voyou drogué. Et de son périple, il a rapporté, si on peut dire, les hépatites B et C, et surtout le sida. Et cette mort qui le ronge lentement ravage sans nul doute son esprit. Frédéric n'est plus que violence et défi à la vie. D'ailleurs, devant les assises de Nice, Frédéric, toi, son père, venu raconter l'enfance difficile et les relations tendues, fin de la déposition, Frédéric regarde et menace son père. On réglera les comptes à la sortie, tu verras. Le pauvre homme en avait le visage blême. Au moment où naît le petit Antoine, les services sociaux se rendent vite compte des difficultés de la situation. Une puéricultrice, elle s'appelle Antoinette, je crois, est donc chargée d'aider Sandrine, disons, de la surveiller régulièrement, afin que l'enfant ait un début de vie normal. Mais ce début, Antoine ne l'a déjà pas. Il est né prématuré, il souffrait en plus de profondes déficiences dues aux lourdes imprégnations alcooliques et toxicomanes de son père et de sa mère. Les parents de Sandrine connaissaient dans quel monde vivait leur fille, mais ne parvenaient pas à lui faire quitter cet enfer. Ils étaient quelque peu découragés. C'est ce qui explique leur réaction le soir du 12 octobre 2003. Sandrine, manifestement ivre, et elle parvient à dire que Frédéric dort, elle leur demande de venir la chercher tout de suite, il est près de 21 h. Elle se plaint d'avoir été battue une nouvelle fois.
Mais Sandrine s'est souvent plainte ainsi. Elle refusait toujours de partir au dernier moment. Alors ses parents, pensant que c'était une dispute comme les autres, ils lui ont répondu de les appeler le lendemain. Aujourd'hui, les pauvres, c'est leur calvaire de penser qu'ils auraient pu sauver leur fille et le petit ce soir-là. Un peu plus tard, dans cette soirée du 12 octobre, Frédéric appelle son père et lui dit que Sandrine est partie en laissant le petit Antoine. Le bébé est malade. Le grand-père entend d'ailleurs le bébé pleurer, alors il recommande à son fils de l'emmener tout de suite à l'hôpital. C'est d'ailleurs, je vous l'ai dit, la dernière preuve concrète qu'Antoine est vivant. Il n'y aura plus d'autre. À moins que... Mais c'est une hypothèse. À noter que le lendemain, le 13, Frédéric répond à son père qui téléphone « Mais non, tout va bien » et qu'un médecin a réglé le problème. Mais cette fois, le père de Frédéric n'entend pas le bébé. Alors il pense qu'Antoine dort. Personne ne s'en doute, mais le drame est déjà passé par là. Le 20 octobre, Antoinette, la puéricultrice, est inquiète. Sandrine n'est pas venue avec son bébé et ça ne lui ressemble pas. Mais au téléphone, Frédéric lui répond « Faut pas que vous me laissiez comme ça, Sandrine est partie, elle m'a quitté. Ouais, elle a laissé Antoine. Pourriez pas mettre le gosse dans un truc d'accueil quelconque? Je ne vais pas savoir m'en occuper, moi. » Antoinette prévient tout de suite l'aide à l'enfance, mais Frédéric la rappelle. Sans doute a-t-il réfléchi au fait que la puéricultrice risque de venir tout de suite. « Ah, c'est bon, Sandrine, elle est revenue, elle a pris le gosse. » Où sont-ils? Je sais pas. Prévenez tout de même les gendarmes. Mais non, c'est pas la peine. Antoinette, la puéricultrice, elle est inquiète. Elle prévient les gendarmes qui se rendent au mât, mais il n'y a personne, ni Sandrine, ni l'enfant, ni le père. Rien de suspect à première vue. Une seule chose, tout de même, les chiens paraissent abandonnés et surtout affamés. C'est d'ailleurs à cause de ces chiens que Frédéric refait surface le 25 octobre. Il appelle son propre père pour lui demander d'aller nourrir les bêtes. Le temps passe et personne ne sait où se trouvent Sandrine et Antoine. Personne ne sait non plus ce qu'a fait Frédéric, qui n'est pas revenu au mât des Besses. Il semble disparu. Mais en fait, Frédéric est prisonnier de la drogue et de l'alcool. Il est d'ailleurs dans un tel état qu'un hôtelier de Nice appelle la police le 6 novembre pour lui demander de le débarrasser d'un individu inconscient et violent qui s'est réfugié chez lui. C'est Frédéric. Dans la chambre à côté d'un 457 Magnum, on découvre une photo de femme à peine reconnaissable. Elle est couchée sur le côté, protégeant visiblement son ventre. Elle a le visage en sang, les yeux clos. Et on lui a placé une bouteille d'alcool en équilibre sur la hanche. C'est la photo d'une morte, humiliée, et surtout d'une femme battue à mort. Et on reconnaît vite Sandrine. Quel plaisir pervers de la photographier ainsi. « Allez, dis-nous, où il est ton gosse? Où il est ton gosse? Bon Dieu, dépêche-toi » Les policiers insistent qu'ils pensent devoir intervenir vite pour peut-être sauver la vie d'Antoine. Je sais pas, je me rappelle plus. Frédéric, drogué jusqu'aux yeux, totalement ivre, va mettre plusieurs heures avant de reprendre connaissance. C'est d'ailleurs peut-être le début de la longue dégénérescence que l'on constatera 3 ans plus tard aux Assises de Nice. Hâve, muscles fondus, minés par le manque d'alcool et de drogue, réagissant par moments, parfois à la limite de la débilité. Le sida aussi avait fait une partie de son œuvre. C'est d'ailleurs au cours de cette audience que Frédéric a été pris d'une crise de démence au point que le président des Assises a été obligé de le faire menotter de nouveau et immobilisé par les gardes. Le 13 novembre 2003, il aura quasiment la même attitude. Ce jour-là, les gendarmes l'emmènent au mât des Besses pour faire une vraie perquisition. Et cette fois-ci, on trouve, car on cherche. D'abord, partout dans la maison, des traces de sang jusqu'au premier étage. Dans un placard, des grenades et un fusil. Dans la buanderie, une serpillière à peine rincée, gorgée de sang. Puis au bout du terrain, un cabanon. Lorsque les gendarmes s'y dirigent, Frédéric va leur dire d'un ton goguenard, là, vous n'avez rien trouvé. Mais les gendarmes, ils trouvent tout de même et puis découvrent d'abord que seul Frédéric a la clé de ce cabanon, ce qui sera une preuve majeure contre lui plus tard. Il pénètre, au sol, il y a une grande bâche enroulée dessous le corps de Sandrine. Les rapports des légistes, un mot seulement, et c'est terrifiant. Une tempe enfoncée, la mâchoire fracturée, des traces de coups violents partout sur le corps. Dernière précision des légistes, Sandrine était morte d'une hémorragie due à des coups violents portés au ventre. Elle avait donc agonisé durant plusieurs heures.
La vérité force à dire qu'elle était ivre 2,31 g dans le sang. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour la massacrer. Eh bien, où est Antoine? Frédéric n'en dit rien jusqu'au jour où, dans une sorte de délire, il raconte « Alors, je me suis réveillé, Antoine n'était plus là, j'ai pensé qu'elle l'avait tué ou vendu, je ne sais pas. J'étais fou de colère, je l'ai tapé. Plus tard, au psychiatre, il avouera à demi-mot que ce soir-là, Sandrine, buvant peut-être pour se donner du courage, lassée des coups et des injures, elle lui avait dit qu'elle le quittait en emmenant Antoine. Et là, Frédéric était devenu comme enragé, ces deux êtres étaient à lui, il en était le maître, elle ne pouvait pas, elle ne devait pas partir. Une bonne raclée, ça apprend aux gonzesses à obéir, voilà, s'il va se confier à un autre détenu. Cet individu, dira plus tard Bernard Sivan, l'avocat des familles des victimes, prenait un vrai plaisir, pervers, à battre les femmes, les êtres vulnérables, d'abord amoureuses, qui n'osaient plus ensuite le quitter de peur d'être attrapées et surtout tuées. Je vous le dis tout de suite, Frédéric sera condamné, première instance d'assises et appel de la même peine, 30 ans de réclusion criminelle. Seulement, pouvez-vous dire? Sans doute, les jurés ont-ils tenu compte de son imprégnation aux drogues et à l'alcool qui ont peut-être diminué ses capacités de raisonnement au moment des faits. Avait-il réellement la volonté de tuer Sandrine et Antoine? La version, pour Antoine, la plus simple et la plus atroce. Elle s'appuie d'ailleurs sur deux témoignages de voisins. Le 23 octobre, soit 2 jours après les derniers pleurs entendus d'Antoine, j'ai remarqué Frédéric, dit le voisin, qui jetait dans le conteneur à poubelle un petit sac blanc, à peu près de la taille d'un bottin. Et cela m'a étonné parce que, généralement, il ne se déplaçait que pour les grosses poubelles. Les autres, c'était Sandrine. Frédéric, qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac? Demandera le président de la cour d'assises. Me souviens plus. Qu'est-ce que vous avez fait du corps d'Antoine? Il est vivant, il est en Espagne. Et là, Frédéric donnera une adresse à Barcelone. Alors évidemment, on demandera tout de suite à la police espagnole d'aller vérifier. Bien sûr, elle ne trouvera rien, ni Antoine, ni la nourrice, ni même l'immeuble. L'agenda des biberons que Sandrine tenait méticuleusement s'arrête au 11 octobre. Sandrine est massacrée le 12 dans la journée. L'enfant est sans doute mort de faim, de soif dans les 48 heures suivantes. 2 jours durant lesquels Frédéric, drogué jusqu'aux yeux et complètement ivre, n'avait aucune conscience de ce qui s'est passé. Savait-il, était-il conscient donc de la présence du corps déjà rigide de sa femme, qu'il a ensuite découpé, et surtout des cris du bébé qui s'épuisait peu à peu pour se taire, toujours, va savoir. Voilà. C'était sans doute le petit bout de la vie d'Antoine.